je suis revenu. Florent doit revenir aussi. Je suis désolé, Florent doit être par là. Florent, il faudrait que tu réactives ta caméra et ton micro. Pardon, désolé, c'est mon internet qui ne fonctionne pas. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas l'outil qui ne marche pas, c'est mon internet. J'ai quelques soucis. Moi, je suis à Marseille et à Marseille, ça peut sauter parfois. Voilà. Donc voilà. Du coup, on va aller plus loin. Je vais passer ma partie et je vais laisser Florent prendre la parole. Donc Florent est réceptif d'Échappée Nord et c'est pour lui que vous êtes là de toute façon. Donc je vous laisse faire. Florent répondra à vos questions à la fin. C'est moi qui les afficherai. Si vous avez des problèmes techniques, c'est moi qui gère. Donc j'espère que j'aurai pas trop de soucis avec Internet. Et voilà. Et vous pouvez écrire dans le chat qui est en bas à droite. Idéalement, écrivez vos questions seulement à la fin. Si vous avez des problèmes de connexion, etc., rafraîchissez votre page et elle se rafraîchira. Et en général, ça revient bien après. Voilà. Je vais donc disparaître pour laisser la parole à Florent. Et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Et juste dernière chose, on vous enverra de toute façon le replay à la fin. Donc pour ceux qui devraient s'absenter ou quoi, ou qui auraient un problème de son, n'hésitez pas à nous le dire et on vous enverra. De toute façon, on enverra le replay à tout le monde si vous voulez le passer à vos équipes ou le revoir pour faire plaisir de temps en temps le samedi soir, on ne sait jamais. Et ben n'hésitez pas. Voilà. Florent, je te laisse la parole et bon webinaire à tous. Merci beaucoup Thomas. Bonjour à tous. Welcome to Norga. Bienvenue en Norvège. Je suis ravi que vous puissiez assister à la présentation de notre belle destination, la Norvège. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de découvrir ce beau pays. Donc n'hésitez pas à nous en faire partager dans l'espace chat les endroits que vous avez appréciés. Pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de venir en Norvège, au cours de la présentation, si certains endroits vous tentent, vous pouvez nous en faire part également. Donc la présentation va durer à peu près 40 minutes, donc on n'aura pas le temps de passer en revue tout le pays évidemment, mais on pourra reprendre contact individuellement par la suite si vous souhaitez approfondir certains points. Voilà, donc je suis Florent, j'habite à Oslo depuis 5 ans. On me demande souvent comment est la vie en Norvège, donc je réponds que la vie elle se passe à l'extérieur essentiellement, puisque les Norvégiens ont adopté un concept qui est le friluftsliv, qui veut dire littéralement la vie à l'air libre. Donc ils adorent partir en randonnée, faire du vélo, du kayak, faire du ski de fond aussi l'hiver. Donc vraiment profiter de leur environnement, quelle que soit la saison. Comme ils disent, en Norvège, il n'y a pas de mauvais temps, seulement des mauvais vêtements. Donc ça en dit long un peu sur leur philosophie, tout le temps à l'extérieur. Donc nous, Échappée Nord, on a lancé l'agence il y a à peu près 3 ans. On est 3 personnes à y travailler maintenant. Donc on fait essentiellement des autotours sur mesure. Ça nous arrive également de travailler avec des groupes, notamment pour des séminaires d'entreprise. Il ne faut pas hésiter non plus à nous interroger sur cette partie-là. Donc effectivement, avec le contexte du coronavirus actuellement, tous nos voyages pour cet été sont entre parenthèses. La Norvège a décidé de fermer les frontières jusqu'au 20 août minimum, donc ça risque de durer un petit moment. Mais en tout cas, ils ont hâte de retrouver les voyageurs. Donc ils ont fait un petit clip que je vais vous diffuser, enfin, si Thomas veut bien le lancer. Une petite vidéo sur l'après-coronavirus. Voilà, ça n'a pas l'air de fonctionner. Si. Du skal få en dag I morgen som regn og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Da kan du rette opp alle feil ifra I går, og da får du det så godt I morgen kveld. Og hvis du ikke greier det, og alt like trist, så skal du høre suset over furua som sitter.
sort. Très bien. Voilà. Ça vous a aussi permis d'entendre une langue que vous ne devez pas entendre régulièrement. Bon, là, il s'agissait d'un dialecte norvégien, mais ça, c'est des sonorités en tant que français qu'on n'est pas habitué à entendre. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, la Norvège, c'est un pays qui est assez étiré, qui est très étendu. Il y a 1700 km de côte, avec des régions assez distinctes, donc le Grand Nord, les îles du Nord aussi, on retrouve les îles Lofoten notamment, également la région du Sud. Même si c'est possible de voyager toute l'année dans tout le pays, on va quand même recommander certaines zones en fonction des saisons. On va notamment parler là par la suite de la Norvège des fjords qu'on va voir tout de suite, qu'on recommande l'été, qui est un très beau coin, donc voilà, qui est situé au sud-ouest du pays, qui est très étendu aussi. Donc le plus simple pour vous faire découvrir cette région-là, c'est que je vous emmène en voyage. Donc on va partir sur un itinéraire d'environ 2 semaines à travers les fjords norvégiens. Donc voilà, nous arrivons du côté de Bergen. Bergen qui est la deuxième ville du pays, la cité hanséatique. Donc c'est une ville qui est très agréable pour s'y promener. On recommande généralement d'y rester une demi-journée ou une journée entière, mais pas forcément plus. C'est une ville qui est à l'échelle humaine, donc on a vite fait le tour. Il est possible de prendre le funiculaire pour notamment aller sur le sommet du mont Fløyen, où la vue sur la ville, comme vous pouvez voir sur la photo en haut à droite, est très jolie et très beau panorama aussi sur la région. C'est un point de départ aussi pour de nombreuses randonnées sur les hauteurs de Bergen. Et bien sûr à Bergen, les incontournables, donc c'est le port Bryggen et le marché aux poissons qui sont vraiment des incontournables de la ville. Donc on va continuer notre itinéraire vers le sud. On va prendre le ferry pour rejoindre Stavanger, qui est au sud de la région des fjords. Donc la traversée dure à peu près 5 heures, 5 heures et demie à travers les îles. Donc le panorama est très, très joli. Stavanger, c'est également une ville agréable, mais c'est surtout aussi la région du Preikestolen. Donc c'est une randonnée incontournable en Norvège. Vous pouvez voir la photo qui est juste ici. Donc il s'agit d'une falaise à 600 mètres de hauteur par rapport au fjord, donc une très belle vue. La randonnée dure à peu près 4 heures, elle s'adapte à tous les niveaux. Elle n'est pas forcément exigeante, même s'il y a un petit peu de dénivelé, mais en prenant son temps, ça se fait bien. Donc on recommande vraiment ça. La vue en vaut le coup, en tout cas. Donc on va continuer notre route en remontant à travers les fjords jusqu'à la base de l'Hardangerfjord à Oda. Donc on va passer par la route du Ryfylke, qui est une route qui est vraiment en dehors des sentiers battus avec de très beaux paysages. Vous passez à la fois par les fjords, les petites îles comme sur la photo qui sont isolées par-ci par-là. On prend un petit peu d'altitude aussi, donc il y a des lacs qui sont partiellement gelés encore en été. Donc c'est des paysages plutôt atypiques pour des mois de juillet ou août. Mais ce qui est vraiment agréable, c'est d'avoir des paysages spectaculaires sans personne autour. Donc ça vaut vraiment le détour également. Donc nous arrivons sur l'Hardangerfjord. Donc effectivement, c'est le coup de cœur de notre agence. C'est le premier fjord que j'ai pu découvrir en arrivant en Norvège. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment le Folgefonna, qui est un glacier de la région. Donc on propose des randonnées avec un guide. Donc vous partez en cordée à peu près 9-10 personnes maximum, avec crampons, piolets, et votre guide vous explique un petit peu le fonctionnement d'un glacier et également les enjeux climatiques, puisque les glaciers sont très affectés par le réchauffement climatique. Donc voilà, vous voyez un petit peu tout ça avec le guide, donc c'est assez intéressant. D'autres excursions qui sont possibles dans cette région-là, c'est en kayak. La randonnée du Trolltunga, qui est aussi emblématique de la Norvège. Alors là, c'est une randonnée qui est quand même plus exigeante que le Preikestolen. Il faut compter la journée, il y a 8-10 heures de marche. Il y a un peu plus d'une vingtaine de kilomètres, et même en plein été, vous avez quand même des passages où il y a de la neige, donc c'est pour des voyageurs assez avisés sur la randonnée. C'est pas quelque chose qu'on peut proposer à tout le monde, mais pour tous ceux qui ont un peu soif d'aventure, c'est une très belle rando à faire avec un très beau point de vue à l'arrivée. L'Hardangerfjord aussi, c'est une région où on produit du cidre, donc des vergers qui entourent le fjord. Donc au printemps, ça donne des couleurs qui sont vraiment magnifiques, avec les arbres en fleurs un petit peu
tout autour, comme vous pouvez voir sur cette image en contrebas, et des survols en hydravion aussi. Alors au printemps, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Nous allons continuer donc une itinéraire, comme vous voyez sur la petite carte, vers l'autre bout de l'Hardangerfjord jusqu'à Eidfjord. Mais on passera par l'Hardangervidda, qui est un plateau de la région de l'Hardanger, qui est situé à peu près à 1200 mètres d'altitude. Donc là, c'est un changement de décor complet, puisqu'on passe des fjords verdoyants à des paysages qui sont plutôt arides, qui sont exposés aux éléments. Mais il y a de très belles randonnées à faire, et c'est surtout aussi l'habitat naturel de la plus grande horde de rennes sauvages en Norvège. Donc on estime à peu près 10 000 rennes qui habitent sur ce plateau-là. Donc c'est pas rare de croiser un renne isolé ou même un troupeau entier, parce qu'ils peuvent se déplacer à 150, voire même 200 ou 300 rennes dans le troupeau. Donc ça fait des randonnées un peu atypiques également. Donc nous arrivons sur Eidfjord et nous continuerons sur le Sonefjord. Donc le Sonefjord, donc là on est sur une zone qui est quand même plus fréquentée. C'est le plus long et plus profond fjord norvégien, qui est un passage obligé de la Norvège des fjords. Alors c'est aussi le centre de nombreuses activités dans cette région-là, de tout ce qui est parapente, via ferrata, de la randonnée évidemment, du kayak, des croisières. Donc des croisières, on recommande souvent de partir avec un Zodiac, donc d'une dizaine de personnes, pour aller voir les plus beaux endroits du fjord, des cascades, etc. Donc avec un guide qui vous explique aussi tout l'environnement. Et c'est également l'endroit où on retrouvera le Flåmsbana. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler. C'est un train à flanc de montagne, avec des paysages de cascades, des ponts qui sont creusés à la main. C'est une ligne de train qu'on voit souvent dans les reportages sur la Norvège. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Qui peut se faire également sur la ligne de train entre Oslo et Bergen. On peut faire un petit crochet par Flåm pour prendre le Flåmsbana. Donc Flåm, c'est une ville qui est ici là, au bord du Sonefjord, tout au fond. Mais vu que c'est assez fréquenté, nous on propose généralement d'aller du côté de Balestrand pour y passer la nuit. Ce Balestrand, c'est un tout petit village qui est très agréable en bord de fjord et vraiment très calme. Il y a personne qui y passe, donc c'est pas mal pour se reposer avec un paysage spectaculaire. Et donc si nous continuons, là on va quitter un petit peu la région des fjords, on va monter un petit peu dans les montagnes du côté de Lom. Donc ça fait partie des plus hautes montagnes d'Europe du Nord, on culmine à peu près à 2500 mètres. Ce sont de très belles montagnes puisque c'est la région du Jotunheimen, c'est un parc national. On va passer notamment par la route du Sonefjell que vous pouvez voir sur la photo. Alors c'est une route qui passe le long des fjords, qui passe dans les montagnes, le long des lacs. L'été, vous pouvez encore avoir 2 mètres de neige de chaque côté, donc c'est assez atypique aussi à faire. Et dans cette région-là, on va pouvoir proposer également l'été du chien de traîneau, du kart à roulette. Donc c'est surtout pour les familles. J'apprécie énormément ce genre d'activité au milieu des vacances. Donc en quittant la région du Jotunheimen, on va redescendre vers le Gerangerfjord, qui est certainement le fjord le plus emblématique de la Norvège. C'est un joyau de la Norvège des fjords. Alors autant la ville de Geiranger en elle-même n'est pas très jolie, il n'y a pas grand-chose à y faire, mais le fjord est vraiment, vraiment magnifique. Donc on va presque imposer de faire une croisière ou partir en kayak sur le fjord, pour notamment aller voir la cascade des 7 Sœurs. Donc c'est des croisières qui peuvent se faire en 1h30, ou en kayak, on part 3 heures avec un guide pour aller voir les endroits les plus spectaculaires du fjord, notamment cette cascade des 7 Sœurs qui est assez imposante. Surtout au printemps, juste après la fonte des neiges, c'est une cascade qui est assez alimentée, donc qui peut être assez imposante. On continuera notre route pour aller du côté d'Ålesund, donc on quittera Geiranger par la route des Aigles, qui donne un très beau panorama sur le fjord, et notamment la cascade des 7 Sœurs. Puis la route est un petit peu plus loin, une route de
avec des lacets, comme vous pouvez voir sur cette image en haut à gauche, des lacets de montagne. Donc c'est assez impressionnant comme route. Il y a une très belle vue sur la vallée. Donc c'est une des routes les plus empruntées en Norvège par les touristes. Donc il y a eu des aménagements qui ont été faits de manière à avoir des points de vue, de pouvoir s'arrêter, prendre des photos et apprécier le panorama. Donc on va redescendre sur Ålesund. Ålesund, c'est une ville qui a été complètement ravagée par un incendie en 1905 et qui a été reconstruite dans un style Art Nouveau. Donc ça fait une ambiance assez sympathique, surtout en soir d'été, de ce décor Art Nouveau en bord de mer. Donc c'est assez apprécié aussi par nos voyageurs. Nous continuerons ensuite en remontant du côté de Trondheim, en passant par la route de l'Atlantique. Alors la route de l'Atlantique allonge, comme son nom l'indique, la côte, mais surtout une portion d'une dizaine de kilomètres. Vous pouvez voir sur la photo une route qui va en niveau, qui peut être assez impressionnante, surtout un petit peu de houle, des vagues des cassides directement sur les îlots, voire même sur la route, donc ça peut faire des images assez impressionnantes. Donc là, on a deux possibilités. Une fois qu'on arrive à Kristiansund, au bout de la route de l'Atlantique, soit on peut prendre l'Hurtigruten, donc l'express côtier, qui rejoint ensuite Bergen, donc passer la nuit sur le bateau pour venir à Bergen et ensuite rentrer en France, ou alors on peut continuer jusqu'à Trondheim. Trondheim, qui est une ancienne cité viking, où il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez voir sur l'image du bas, vous avez ces maisons colorées au bord de la rivière, qui sont assez agréables. C'est une petite ville. Il y a notamment le musée de la musique qu'on recommande, qui est très bien fait, qui est très pédagogique, donc qui est un peu aussi un incontournable de la région pour ceux qui veulent un petit peu de culture dans leur voyage. Et donc par la suite, nous redescendrons jusqu'à Bergen en bateau avec l'Express côtier, comme je disais tout à l'heure, l'Hurtigruten. Donc un agent commercial pour l'Hurtigruten, donc on l'utilise surtout pour des portions comme ça. Donc le départ de Trondheim se fait sur les coups de midi. Vous arrivez le lendemain à 10h30, à 14h30 pardon, à Bergen. Donc vous passez une après-midi plus 24 heures presque sur l'eau le long de la côte. Donc c'est assez appréciable aussi en fin de séjour de pouvoir se relaxer sur le bateau qui est très bien fait pour admirer le paysage. Donc je vais vous montrer une nouvelle vidéo qui retrace un petit peu tous les paysages dont on vient de parler. Si Thomas veut bien la lancer, donc toute la Norvège des fjords. Ça fonctionne. Do you ever find yourself wondering, if cities are so full of life, why is it that we feel so lonely in them? And when you close your eyes, what do you see? Passwords for Wi-Fi? Swiping left, swiping right, the blue glare of yet another screen? Or do you picture yourself in a blaze of glory? Things of a euphoric nature, of becoming so lost in something that you find something greater. How will your time on Earth be spent? A place where everything feels alive and beauty runs free and wild. Imagine a coastline as far as the eye can see, a kaleidoscope of color, somewhere you can breathe. A land that is more than myth and legend, where each day doesn't blur into the next. And because time's more meaning, you can learn to live again. Bring each of your senses to life, disconnect, and plug into something deeper. Experience things you've never felt before. In a place where solitude feels good. Come, be one with Fjord Norway. Voilà, donc voilà, c'était les paysages dont on a parlé jusqu'à présent. Tout est à peu près synthétisé dans cette vidéo-là. Donc là, l'été, on a parlé de la Norvège des fjords, qui est la part sud-ouest du pays, mais évidemment, il y a toute la Norvège du Sud qui est assez appropriée, notamment pour les familles
ou les voyages en camping-car. On a des parcs nationaux comme notamment le Douvres-Fiel, le Uvnaimen dont on a parlé, l'Art d'Angurvida, le canal du Télémark. Donc tout ça, c'est aussi des choses qui peuvent être faites, mais on n'aura pas le temps d'en discuter ici, mais qui sont, voilà, comme je disais, très appropriées pour tout ce qui est famille et camping-car, et énormément de randonnées aussi. La Norvège est le pays des randonnées. Donc on va prendre le cap du nord, on va aller du côté des îles du nord, donc les îles Lofoten, qui sont la pointe sud de ces îles-là. Juste un petit peu plus au nord, les îles Vesterålen, et un petit peu plus au nord encore, l'île de Senja. Donc là, on est vraiment dans des îles presque paradisiaques, hein. C'est comme si vous preniez le sommet des Alpes, que vous les mettiez en bord de mer, donc ça fait des paysages assez incroyables, de très belles randonnées. D'ailleurs, on va le voir avec les activités qu'on peut y faire. Alors, c'est surtout et essentiellement de la randonnée, c'est le paradis des randonneurs. Il y en a pour tous les goûts, donc pour partir la journée, pour partir quelques heures, tous les niveaux de difficulté également. Donc beaucoup de voyageurs nous demandent ce genre de choses. Mais il faut savoir aussi que les fonds marins sont magnifiques. On peut notamment faire de la plongée, du snorkeling, partir pour des safaris marins également. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Du surf aussi. Donc c'est vrai que quand on voit ces images-là, on a du mal à croire qu'on est en Norvège et plus au nord du cercle polaire. On a plus l'impression d'être presque aux Caraïbes, mais c'est effectivement des paysages qu'on rencontre assez facilement dans ces coins-là. Donc, on va repartir en voyage pour que je vous présente cette région-là, ces trois archipels. Ça sera le moyen le plus simple de vous faire découvrir un peu les paysages et les choses à faire dans toute cette région. Donc, on va arriver à Evenes, qui est au croisement de ces trois archipels, qui sera la porte d'entrée des îles du Nord. Et on va partir directement vers Nixum, qui est un tout petit village en bord de mer, qui est vraiment petit, c'est vraiment tout petit. Il y a une quinzaine de bâtiments, de couleurs aussi, donc c'est assez chouette. Et il y a notamment la randonnée du Sentier de la Reine. Donc c'est une randonnée qui dure à peu près 8 heures, 8-10 heures, qui donne des paysages spectaculaires. C'est la photo que vous voyez en contre. Pour ceux qui ne veulent pas faire toute la randonnée, mais simplement apprécier le panorama, c'est possible de se lancer juste sur les 2 premiers kilomètres. Vous en prenez déjà plein les yeux une fois que vous arrivez au sommet, et ensuite redescendre. Donc là, vous comptez entre 2 et 3 heures. Donc c'est des randonnées qui peuvent s'adapter un petit peu à tous. Donc on va redescendre, oui, le safari baleine aussi, donc cette région-là du nord-ouest des îles Vesterålen. On peut voir des baleines quasiment toute l'année, donc en fonction des saisons, c'est différentes races qui sont présentes. Mais c'est un bel endroit pour faire ce genre d'activité. On va redescendre après sur les îles Lofoten, donc un petit peu plus au sud, notamment par Svolvær. Donc Svolvær qui est le haut lieu des Lofoten. On peut y faire un peu toutes les activités qu'on a vues précédemment. Tout se fait à partir de Svolvær. Vous avez la randonnée aussi du Svolværgeita, qui littéralement veut dire la chèvre de Svolvær. Vous pouvez le voir sur la photo avec les 2 petits rochers, donc, qui symbolisent les cornes de la chèvre, et Svolvær qui est derrière en contrebas. On recommande à Svolvær de faire un safari marin, le safari Aigle de mer et Trollfjord, donc en zodiaque de 8 à 10 personnes. Donc c'est quelque chose à faire, puisque c'est une belle exploration de la faune et de la flore des îles Lofoten, et notamment une navigation sur le Trollfjord, qui est un fjord assez étroit avec des falaises escarpées, donc qui donne un bon aperçu de ce que peut être un fjord. C'est un très bel endroit également. Donc si nous continuons notre itinéraire vers le sud, la pointe sud des îles Lofoten, donc là on va passer par les plages de sable blanc, les villages de pêcheurs, donc il y a un charme terrible dans cet endroit-là, avec notamment les Rorbu, peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est les images qu'on voit régulièrement de la Norvège, des petites cabanes rouges, les cabanes de pêcheurs qui sont en bord de fjord, qui sont assez rustiques, mais qui sont très agréables et assez atypiques pour y passer la nuit notamment. Donc c'est des choses qu'on peut faire sans problème. Une très belle région, beaucoup de randonnées qui sont possibles également dans ce coin-là. Et ensuite, on va remonter vers l'île de Senja, donc on va reprendre l'Hurtigruten. Alors, il faut remonter jusqu'à Svolvær pour aller prendre le bateau.
Donc une fois que vous avez vu les plages de sable blanc et les villages de pêcheurs, vous pouvez faire le musée viking, donc le Lofoten Museum, qui est une reproduction d'une ferme viking suite à des fouilles qui ont eu lieu dans cette région-là. Donc qui est un très beau musée, assez pédagogique, qui se fait bien également avec les enfants. Et puis nous prendrons le bateau sur les coups de 21h pour y passer la nuit et arriver le lendemain matin à Senja à 11h15. Donc ça fait une belle traversée. Si vous faites ça à peu près à cette époque, jusqu'à juillet, vous avez le soleil de minuit, donc vous pouvez même être sur le pont du navire ou de votre cabine pour admirer le paysage sans aucun problème. Donc l'île de Senja, qui est aussi un coup de cœur de notre agence. C'est une très belle île qui est très nature. Donc là, on est sur une zone qui est moins fréquentée que les îles Lofoten ou les îles d'Esterolen, mais il y a de très belles randonnées à y faire. Les Norvégiens l'appellent la petite Norvège, puisqu'on retrouve un petit peu tous les paysages caractéristiques de l'ensemble de la Norvège qui sont regroupés sur cette île. Donc c'est une île qui est quand même assez grande, il faut une demi-heure, 40 minutes pour la traverser de bout en bout. Et on a notamment la route touristique entre Grillefjord, qui est un village du pêcheur à l'ouest de l'île, jusqu'à Botham, qui est un petit peu plus au nord. Donc là, vous passez par des paysages comme vous voyez sur le côté en image. Et donc ensuite, pour boucler la route, on va revenir jusqu'à Evenes, où on pourra aller à la rencontre des animaux du Polar Park. Donc le Polar Park, c'est un parc polaire qui est situé sur cette route-là. On y retrouve toutes les espèces qui vivent dans cette région-là. Donc on va avoir des lynx, des loups, des ours, bœufs musqués, rennes, voilà, tous ces animaux, des renards des neiges également. Donc ils sont dans des enclos qui sont très grands. Hein, donc le parc dit que ils font partie des enclos les plus grands. Donc les animaux sont en semi-liberté. Donc c'est intéressant aussi à faire avec des enfants. Même les adultes apprécieront voir ces animaux-là qui n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer au quotidien. Donc une nouvelle fois, je vais vous montrer une vidéo, ce qui m'avait bien annoncé, qui retrace surtout les paysages des îles Lofoten sur la partie sud. Je ne sais pas si Thomas est toujours avec nous. Il arrive. Voilà, la vidéo va se lancer.
voilà, donc ça illustre pas mal tout ce qu'on a vu auparavant. Donc les îles du Nord peuvent aussi se faire en hiver. Donc l'hiver, il y a beaucoup de choses à voir dans le Grand Nord. On est en Laponie, la Laponie norvégienne. Donc il y a aussi tout ce qui est aurore boréale, chien de traîneau, motoneige, etc. Donc c'est aussi une vie atypique. Donc je vais laisser la parole à Karen sur cette vidéo-là. Donc c'est une gardienne de Rennes de 83 ans qui est Sami, qui fait partie du peuple autochtone de la Laponie, qui nous raconte un petit peu son quotidien. Tangalka muisteli tolustella, kun mulle sen onnia kurron. Olsiakin koodis, missä viessu. Ja muista kodal nokkaa tonnaa koodis. Ja mun kähtstä lähtön rehotus. Tämä mun aina kopsaa salppe, naastit ja maanu. Ja kata kossas läpi on ruoallilla, kaiken kalhaadidan. Päälekuhkaa kähtsät lähtön rehotus, kun tansselat oppe kohti muodesta ja mieltä. Donc voilà, un aperçu de la vie des Lapons à de telle latitude. Malika, en 83 ans, qui fait de la motoneige, c'est assez rare de voir ça. Il faut savoir que toutes les fermes de rennes en Laponie sont tenues par des Samis. C'est les seuls à pouvoir faire de l'élevage de rennes. Donc voici, Aventure Boréale, c'est l'un de nos produits qui est assez publicité par nos voyageurs, qui fonctionne bien. Qui donne un bon aperçu de la région du Nord, notamment autour des aurores boréales, mais également pour toutes les activités typiques comme motoneige, chien de traîneau, de la randonnée en raquette, découvrir des paysages aussi de Laponie. Donc c'est un voyage qui se fait sur 8 jours. Alors vous avez le temps de découvrir également Tromsø, qui est la ville principale de la région du Nord. Il y a beaucoup de choses à y faire. On propose notamment de partir en croisière en catamaran la nuit pour aller chasser les aurores boréales. On essaye de faire en sorte que tout ce qui est chasse aux aurores boréales soit couplé avec une autre activité, de manière à ce que si les conditions météo ne permettent pas d'observer des aurores boréales cette soirée-là, que ça reste quand même quelque chose d'intéressant, une autre activité à travers tout ça. Donc de partir ensuite sur une randonnée raquette sur l'île de Gdaloya, qui est juste à côté de Tromsø. Il y a à peu près une demi-heure de transfert, donc ça se fait assez rapidement. Et les paysages sont vraiment magnifiques, avec un petit peu de dénivelé. Et ensuite partir vers un camp qui a cette fois-ci à 1h30 de Tromsø, qui est vraiment isolé, donc pas du tout de pollution lumineuse, qui est idéal pour l'observation des aurores boréales. Donc on y fera de la motoneige en soirée en arrivant, pour partir voir les aurores boréales et passer la nuit au camp. Donc il faut savoir que les combinaisons au grand froid, tout ce qui est gants, chapka et tout ça, c'est prévu, c'est fourni pour toute la durée au camp, donc ce qui laisse l'opportunité aux voyageurs d'observer les aurores boréales toute la nuit s'ils le veulent sans avoir trop froid. Il faut savoir aussi qu'en Norvège, le point positif, c'est qu'il y a le Gulf Stream qui passe le long de la côte, donc il y a un courant marin qui réchauffe un petit peu de l'atmosphère. Donc en bord de mer, en plein hiver, on aura des températures autour des 0-5 degrés. Quand on est un petit peu plus dans les terres, ce qui est le cas du camp, on peut avoir des températures la nuit qui peuvent descendre jusqu'à -20, mais on n'est pas non plus dans les -30, -40 qu'on peut avoir en Finlande ou en Suède, où on est beaucoup plus à l'intérieur des terres. Le jour suivant, donc au petit matin au réveil du camp, on partira pour une excursion en chien de traîneau pour admirer les paysages de la région. Il faut savoir que quand on a la possibilité aussi d'alterner les activités, donc il est possible de faire le chien de traîneau la veille au soir, puis la motoneige le lendemain matin. Il y a d'autres activités aussi, comme une chasse aux aurores boréales avec un guide pour apprendre à faire des photos d'aurores boréales. On peut aussi faire de la pêche blanche, c'est-à-dire pêcher à travers la glace. Voilà, il y a d'autres activités qui y sont possibles. Et après, à la fin du jour 4, on se rendra sur l'île de Senja, comme évoqué tout à l'heure pour l'été. C'est une île aussi qui est très agréable l'hiver, puisqu'on est encore en dehors de toute pollution lumineuse. Donc on travaille avec un hôtel qui est tout au bout de l'île, où vous avez que des suites en bord de fjord,
sans pollution lumineuse. Donc, vous pouvez observer les aurores boréales directement depuis votre chambre ou sur les alentours de l'hôtel. Donc en jour 5, juste avant, le jour 5, on proposera la découverte de l'île. Et depuis votre hôtel, il y a beaucoup d'activités qui peuvent se faire, comme de la nage arctique. Vous partez en bateau avec une combinaison étanche pour vous jeter dans l'océan. Ça fait bien après sur un CV de dire qu'on s'est baigné dans l'Arctique. On peut faire du ski de rando, du kayak, encore du chien de traîneau si les gens le souhaitent, et un safari marin. Donc là, c'est surtout pour explorer la faune et la flore aussi de la région, qui est c'est une nature vraiment préservée, l'île de Sénia. Donc il y a de très belles choses à y voir. Le jour suivant, on remontera avec Hurtigruten une nouvelle fois jusqu'à Tromsø. Donc là, c'est une croisière qui est plus courte, puisque vous partez à 11h15 le matin pour arriver à 14h30 à Tromsø. Donc ça fait une belle balade le long de la côte norvégienne de cette région-là. Le jour précédent le départ, on proposera un safari baleines et orques. Là, c'est uniquement sur décembre-janvier, qui est la saison des baleines. Mais avec le réchauffement climatique, on en s'ouvre également en Norvège, puisque les bancs de petits poissons et de plancton dont se nourrissent les baleines passent plus au large des côtes, donc les baleines restent beaucoup moins longtemps que dans le passé le long des côtes norvégiennes. Les eaux deviennent un petit peu trop chaudes. Et on proposera également la visite d'une ferme de rennes, donc soit en journée, soit le soir pour aller observer les aurores boréales, ou des issoires lapones vous seront comptés par les propriétaires de la ferme sous un lavou, une tente famille autour d'un feu de camp. Donc c'est une belle activité aussi à faire également en famille, les enfants aiment beaucoup. Et puis un vol retour le dernier jour. Donc la Norvège, on en a parlé de l'été et de l'hiver, c'est les saisons qui sont les hautes saisons de la destination, mais c'est aussi une destination qui peut se faire hors saison. Donc l'avantage, c'est d'avoir beaucoup moins de fréquentation, notamment pour je pense aux vacances de Toussaint et aux vacances de Pâques. Donc on a Oslo-Bergen qui peuvent se faire toute l'année, également la liaison en train entre ces deux villes-là, en passant par les fjords, en passant par des plateaux en altitude, donc très beau paysage à voir sur cette ligne de train. Ça peut être couplé également avec une croisière Hurtigruten, donc soit sur tout le long de la côte, mais également pourquoi pas jusqu'à Trondheim, et ensuite redescendre de Trondheim jusqu'à Oslo, en passant par le Dovrefjell, par exemple le parc national, et le village de Røros, qui est un village isolé dans les montagnes norvégiennes. Et également les îles du Nord. Donc je parlais juste avant, Senja. Donc là, par exemple, je vous montrais juste des photos que j'ai prises en octobre dernier sur les îles de Foten et l'île de Senja. Donc c'est des couleurs qui changent un petit peu. On n'est pas sur une nature verdoyante, mais on est sur des couleurs un peu plus automnales, un peu plus c'est orangé, rougeâtre, mais il y a la possibilité de voir des aurores boréales, puisque la saison des aurores boréales, c'est de fin septembre jusqu'à début avril. Donc ça laisse un spectre assez large. Quand on doit coupler les aurores boréales avec des activités qui nécessitent de l'enneigement, comme le chien de traîneau et la motoneige, à ce moment-là, on sera à partir de maintenant mi-décembre jusqu'à fin mars. Donc on peut avoir ces activités aurores boréales sur une période beaucoup plus large. Et voilà, donc nous on va se lancer aussi vers de nouveaux horizons, donc notamment le Svalbard, qui est une île norvégienne qui est tout au nord du pays. On y trouve notamment les ours polaires, donc c'est un petit peu l'aventure, le Svalbard, parce que vous ne pouvez pas sortir de la ville sans un accompagnateur qui est armé, puisqu'il peut y avoir des attaques d'ours. Mais bon, il y a de très belles activités à y faire, que ce soit en été ou en hiver. D'ailleurs, on peut considérer qu'il y a 2 hivers là-bas, puisque vous avez l'hiver de nuit polaire, où il fait nuit 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois, qui sera essentiellement tourné vers les aurores boréales. Mais ensuite, sur avril-mai, vous avez des journées qui sont très longues, vous avez même le soleil de minuit. Mais on sera toujours dans les conditions d'hiver, c'est-à-dire qu'il y aura toujours de la neige, on pourra profiter de la motoneige, du chien de traîneau, de la randonnée en raquette. Il y a de très beaux sites à voir également au Svalbard. Donc il y a un petit peu 3 saisons sur ce territoire-là qu'on propose maintenant. Et également, on s'ouvre sur la Finlande et la Suède. Donc la Finlande, c'est plutôt pour l'hiver. On va toujours un peu sur le même concept qu'on vient de voir de l'aventure boréale.
pour aller surtout voir des aurores boréales. Et donc là, on sera quand même plus sur du séjour que sur un autotour. C'est-à-dire qu'on va rester au même hôtel pendant toute la semaine et faire des activités à partir de l'hôtel. Et la Suède, on sera plus sur des voyages d'été, avec notamment la côte sud pour les familles, ça se déroule très bien. Et également l'archipel de Stockholm, qui est très agréable à cette période de l'année également. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et on va pouvoir, je pense, lancer les questions. Alors, est-ce facile de se déplacer en Norvège en voiture ou en train? Oui, c'est très facile. Alors, toute l'année, la voiture est possible, même l'hiver, puisque les routes sont entretenues. Dès qu'il neige, vous avez une déneigeuse qui passe. Les voitures sont bien équipées aussi avec des pneus neige ou même avec des crampons. Donc, il n'y a pas de problème pour se déplacer. Au niveau du train, alors c'est quand même moins développé qu'en France. Hein. Vous avez certaines lignes comme la liaison, on parlait tout à l'heure, entre Oslo et Bergen, pour aller également du côté de Trondheim. Mais après, le train s'arrête au niveau de Bodø, qui est à peu près au niveau des Lofoten, et n'est pas disponible sur la partie nord du pays. Donc le train, il y a de beaux trajets, mais il n'y en a pas partout. Je vois le budget en moyenne, alors c'est assez... Alors les groupes, on n'en fait pas énormément. On va peut-être se lancer aussi sur les départs garantis prochainement, mais c'est pas encore le cœur de notre activité. On va rester surtout sur les autotours. Et le budget en moyenne, donc, comme je disais, ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres, comme un petit peu partout, de la saison, du type d'hébergement, du type d'activité. Mais en gros, pour les voyages qu'on vient de voir, sur l'hiver, avec tout ce qui est aurore boréale, avec des activités chien de traîneau, la nuit dans le camp, la découverte de Sénia, etc., on sera sur en moyenne 2000 € par personne hors vol. Et sur l'été, sur les 2 semaines qu'on a vues, on sera autour des 1700 € par personne avec quelques activités. Et la location de voiture est inclue. Et pour une semaine, il faut compter entre 1200 et 1500 € par personne pour pouvoir profiter un petit peu de la région des fjords. Au niveau des Lofoten, c'est un petit peu plus onéreux, puisque notamment les hébergements en hors vue, qui sont assez chers, qui sont atypiques, mais qui font vite grimper le prix. Donc les Lofoten peuvent vite faire un budget autour des 1700, 1800 par personne la semaine. Au niveau des hébergements, on travaille dans les villes avec des hôtels 3-4 étoiles, qui est un peu le standard en Norvège. On aura aussi des appartements qu'on peut proposer. Donc les familles aiment beaucoup ça. Ça leur permet aussi de réduire un petit peu les frais et de préparer les repas pour les enfants. On aura des bed and breakfast aussi dans les lieux un petit peu plus reculés, comme sur l'Hardangerfjord, le Sonnefjord, même au niveau du Geangerfjord. Donc c'est des hébergements qui sont un peu plus isolés, où il y a moins de fréquentation. Et après on aura tout ce qui est un petit peu insolite, comme on l'a vu la nuit dans le camp en Laponie. Alors, la capacité conseillée par groupe. Nous, on va plutôt partir sur des mini-groupes entre 10 et 14 personnes maximum. Au-delà, ça peut... disons qu'on ne peut pas aller dans des endroits aussi reculés que ceux auxquels on peut aller avec des groupes plus réduits. Pour tout ce qui est séminaire d'entreprise, donc on est sur les groupes un peu plus importants, on peut monter jusqu'à 30-40 personnes sans trop de difficultés, mais à ce moment-là, on aura des déplacements qui seront plus restreints. On l'a déjà fait, hein, on a eu un groupe de 34 personnes qu'on a déplacé d'Oslo à Bergen en passant par Flåm, avec des salles de conférence pour des réunions. Donc, c'est des choses qu'on peut faire aussi sur des groupes un peu plus importants. Classique hôtelière, alors oui, c'est assez similaire avec la France, hein, comme je le disais tout à l'heure. On est sur des 3-4 étoiles. En fonction des régions, ils sont plus ou moins haut de gamme. Donc l'éventail est assez large en fait sur la classification 3-4.
Il y a très peu d'hôtels 2 étoiles et on les recommande pas forcément puisque souvent c'est le petit déjeuner, ils vous accrochent un sac en plastique avec un petit sandwich avec un bout de fromage à l'intérieur et une petite bouteille de jus d'orange en guise de petit déjeuner. Donc pour les Français, ça passe pas très bien. Alors chez l'habitant, alors c'est pas si facile que ça puisque les Norvégiens, comme on a l'idée reçue, qui sont assez froids, ils ouvrent pas facilement leurs portes, hein, ils n'ont pas un contact social délirant. Par contre, on a des petits bed and breakfast avec 5 ou 6 chambres, voire une dizaine de chambres, qui peuvent être considérés comme chez l'habitant. On y mange très bien, c'est des produits locaux qui sont cuisinés sur place, donc c'est des choses qu'on peut faire plutôt comme ça. Les dîners se font dans les hôtels ou dans les restaurants en ville. Alors les deux sont possibles, tout dépend de où est-ce que vous êtes. Quand vous êtes dans des villes comme Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, vous avez une offre de restauration qui est assez large. Après, quand vous êtes dans un endroit reculé au bord d'un fjord sans ville à côté, c'est plutôt dans l'hôtel ou du moins le bed and breakfast où vous êtes, où vous pouvez vous restaurer. La situation au niveau des frontières actuellement. Alors actuellement, les frontières sont fermées officiellement jusqu'au 20 août minimum. Et ça va être révisé le 20 juillet, si je me souviens bien, pour savoir si éventuellement ça va ouvrir plus tôt, mais il y a très peu de chances que ça rouvre. Au moment, ils sont en train d'ouvrir avec les pays frontaliers, les pays nordiques. Donc là, le Danemark a déjà réouvert, la Norvège a déjà rouvert ses frontières avec le Danemark. La Suède devrait suivre prochainement, également la Finlande. Mais pour tout ce qui est France, Espagne, Italie, Allemagne, ça va être plus long, certainement jusqu'au 20 août. Et une mise en quarantaine dès que vous arrivez sur le territoire de 10 jours. Y a-t-il quand même des sites culturels dans les villes où les activités sont en majorité nature-sport? Alors, c'est en majorité nature-sport, mais à Oslo, vous avez quand même des musées qui sont très bien faits, qui sont assez pédagogiques. Donc on n'est pas sur des musées qui sont énormes. Vous avez par exemple le Folk Museum, qui est le musée du peuple norvégien, où ils ont ramené des églises en bois debout, ils ont reconstruit l'habitat des Norvégiens au fil du temps, donc c'est des musées à ciel ouvert. Vous avez le musée Viking aussi, où vous retrouvez à Oslo le musée des bateaux vikings, vous retrouvez les dracars qui ont été découverts suite à des fouilles qui sont exposés, le musée Fram qui est sur les expéditions polaires, et vous avez quelques musées sur la peinture avec Edvard Munch, qui est un artiste norvégien assez connu dans le monde, notamment par son tableau du Cri. Des groupes transitants du Danemark et de la Suède. Par rapport au coronavirus ou de manière générale? Je ne vois pas la réponse. Par rapport au coronavirus. Alors ça, on ne sait pas encore, mais pour le moment, on part du principe que ce n'est pas possible, puisqu'il faut aussi prendre en compte tout ce qui est frontières danoises, suédoises. Donc c'est un peu compliqué, donc pour cet été, on ne partira pas sur ce genre de groupe. Quel est le budget moyen, un repas au restaurant? Alors, il faut savoir que la Norvège, c'est une destination qui est assez onéreuse. Le coût de la vie est assez haut en Norvège. C'est le 2e pays le plus cher du monde derrière la Suisse. Donc, un repas en moyenne, vous avez une offre qui est assez large. Mais il faut compter pour un déjeuner entre 15 et 25 euros. Et pour un dîner, on est plutôt autour des 35-45 euros par personne. Et ça peut monter beaucoup plus vite si vous prenez du vin, par exemple. Les bouteilles de vin, vous trouverez très rarement en dessous de 50 euros, voire 60 euros. Rappelez-nous la période pour les aurores boréales. Alors les aurores boréales, donc c'est sur la partie, la moitié nord du pays, et c'est entre fin septembre et début avril. Est-ce une destination adaptée pour les enfants à partir de quel âge? Alors oui, c'est adapté pour les enfants à partir du moment où ils peuvent quand même marcher pour une courte balade éventuellement.
puisque, je le répète encore une fois, mais la Norvège, tout se passe vraiment à l'extérieur. Il y a des fermes qui est possible de visiter, les musées à ciel ouvert, je pense notamment au Meogun qui est à l'île Hammer, où vous avez des reconstitutions de fermes qui sont vraiment idéales pour les enfants. Donc on dira peut-être plutôt à partir de 3 ans quand même. Spécialité culinaire. Alors les Norvégiens, ils n'ont pas de goût, ils n'ont pas de palais, ils sont très axés sur les saucisses, donc c'est pas terrible. Mais vous avez tout ce qui est produit de la mer, donc surtout le poisson, la morue notamment, que vous pouvez trouver au Lofoten, puisque vous avez toute une saison de pêche, donc une pêche au cabillaud, le skrei, comme on appelle ça, qui est le cabillaud qui redescend des mers du Nord, qui est bien charnu, et qui transforme, qui font sécher pour faire de la morue. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Type des normes environnementales au niveau des hébergements. Alors de manière générale, en Norvège, il faut respecter la nature. Vous ne verrez pas les Norvégiens jeter quoi que ce soit dehors. Après, c'est quand même des hyper consommateurs. Ils sont américanisés, donc ils ont quand même, ils consomment beaucoup de tout ce qui est plastique, carton, etc. Mais ils ne vont pas jeter ça dans la nature. Il y a des normes aussi au niveau du camping sauvage, puisque la Norvège autorise le camping sauvage, mais il faut être à 150 mètres des habitations minimum. Et si vous souhaitez rester plus de 48 heures, il faut demander l'autorisation du propriétaire du terrain. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Peut-on faire des activités comme la pêche en mer? Oui, la pêche en mer se fait beaucoup. Alors, la pêche en rivière aussi, pour notamment le saumon. La pêche en mer, on peut partir au Lofoten en excursion. On peut même rester plusieurs jours à un seul et même endroit et faire plusieurs sorties à partir de cet endroit-là, notamment pour les pêcher le cabillaud, pour les pêcher du flétan. Il y a pas mal de variétés de poissons au Lofoten. Et donc sans problème, on peut faire de la pêche en mer. J'avais entendu que tout au nord de la Norvège, lors des randonnées, il faut être une norme par rapport aux ours. Alors ça, c'est au Svalbard. Donc c'est une île il y a 3 heures de vol depuis Oslo. Je crois que c'est 1h30 ou 2 heures depuis Tromsø. Donc on est vraiment au nord, ça fait partie des terres les plus au nord de la planète. Et donc effectivement, au Svalbard, dès que vous sortez de la ville principale, qui est Longyearbyen, vous devez être accompagné d'un guide avec un permis de chasse, en cas d'attaque d'ours. Mais pas sur le reste de la Norvège. Très belle présentation. Mais merci beaucoup. Oui, vous la recevrez par email. En Norvège, j'étais dernier en famille, avec 2 enfants de 5 et 9 ans, sur le reste, plus beau voyage. Oui, c'est un pays qui s'adapte vraiment au voyage en famille. On garde beaucoup de souvenirs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Avec les coordonnées de Florent, ou c'est même Florent qui vous enverra le mail pour que vous ayez le replay, les infos, etc. et que vous puissiez le contacter pour organiser des voyages rapidement, en espérant que la Norvège rouvre ses portes pour que vous puissiez renvoyer vos clients vers la Norvège, ceux qui devaient partir loin, et qui pourront partir moins loin. Voilà, merci à tous d'avoir assisté et bon appétit pour ceux qui sont en France. Et Florent, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci Thomas, à bientôt, au revoir. Au revoir.